Elon Musk est un mec qui est certainement celui qui a la plus grande culture numérique. Ouais. Le mec, c'est un geek, c'est un troll. Ouais. C'est quelqu'un qui a une très grande finesse des sujets du numérique. Je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle en termes de code. Ce que je veux dire, c'est que quand il fait décoller une fusée SpaceX habitée, l'habitacle de la fusée, elle ressemble pas à un habitacle de Boeing 747 sous stéroïdes version NASA. Ça ressemble à 2001 l'Odyssée de l'espace. 2 écrans super clean, super lean. Les tenues que les mecs portent sont directement inspirées de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ça ressemble pas à un truc moche orange ou blanc ou gris. Voilà. Quand ils balancent alors on pense ce qu'on veut, mais quand ils la balancent en orbite une Tesla, c'est vrai qu'il a fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau de bord de la Tesla ? Il y a marqué Don't Panic. Et Don't Panic, c'est directement tiré de H2G2, le Hitchhiker Guide of the Galaxy, enfin le guide intergalactique du voyageur intergalactique, qui est un des bouquins que vous pourriez lire d'ailleurs. Je peux citer celui-là aussi comme bouquin de chevet. Salut Damien. Salut Alexandre. Je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource consacré à la veille, aux outils de la veille et aux acteurs de la tech. Donc, je te reçois aujourd'hui. J'espère que tu vas nous partager plein de lectures, blog, newsletter, d'outils, ça j'en doute pas. Je sais que tu es un OG de la tech et du numérique en France, mais commence par un petit vrai ou faux. Donc tu es un éclaireur. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Tu es un éclaireur, mais depuis combien de temps ? Et tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tu fais référence bien sûr, j'imagine, aux éclaireurs du numérique, le podcast que j'ai la joie de co-animer avec mes camarades Fabrice Epelmois et Bertrand Lenôtre depuis 5 saisons et 160 épisodes. Ça commence à faire long tout ça. Éclaireur ou explorateur, j'aime bien les deux termes en fait, mais ils vont dans le même sens. Hein. L'idée c'est de donner donc des éclairages ou on va dire avec ma petite machette essayer d'ouvrir un peu des chemins pour essayer de comprendre vers où on va et ce que ça peut donner, quels sont les impacts du numérique sur notre société et qu'est-ce que ça veut dire tout ça finalement et qu'est-ce que ça dit de nous. Et depuis quand ça fait combien de temps que tu l'as lancé ce podcast? Alors, le podcast, ça fait 5 saisons maintenant, 5 années. Donc ça commence à faire un vieux podcast de la scène française. Donc sur le côté tech, mais qui n'est pas le côté, on va dire, geek ou conversation autour de l'actualité, même si on le fait, hein, mais pas que. On aime bien faire des prospectives dystopiques, on aime bien imaginer qu'est-ce qui se passerait et si. On aime bien faire des interviews. Enfin voilà, on a un petit côté un peu intello, quoi, dans la guerre, dans la culture geek et dans la tech. Ouais. Mais c'est ça qui nous plaît et qui nous différencie. Et depuis quand c'est une bonne question. Moi, tu sais, je suis un geek, un vrai, tu vois. Mais quand je dis un geek, un vrai, ça veut tout et rien dire. Mais je veux dire, tu vois, j'étais celui à qui on jetait des pierres à l'école parce qu'il allait faire des jeux de rôle, plutôt d'aller jouer au foot avec ses copains. Tu vois, ou ce genre de choses-là, qui s'intéressaient à des trucs qui n'étaient pas à la mode. Et aujourd'hui, waouh. Et donc, j'ai toujours eu cette notion de curiosité, d'essayer de comprendre comment les choses se font un peu différemment. Et assez mécaniquement, j'ai envie de te dire, des hasards qui n'en sont pas, je me suis orienté vers toute cette notion de numérique, déjà d'un côté, et de compréhension, décryptage de tout ça. Donc, ça fait quoi, 25-30 ans? Du coup, deuxième question, est-ce que tu as connu le Web 1 ? Vrai ou faux ? Tu étais très actif dans le Web 1 ? Oui, vrai, tout à fait. Oui, j'ai complètement connu ça. Tu faisais quoi dans les années 2000, toi ? Alors, attends, les années 2000. Au début où ça a explosé, quoi. Alors, les années 2000, j'étais encore étudiant. Mais je finissais mes études, en fait. Okay. Mais en fait, il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on va dire, il y a dans les années 96, quand ça commence avant. 96, oui, bien sûr, mais je veux dire 96, c'est un marqueur intéressant parce que c'est les premières offres commerciales pour avoir Internet à la maison. Eh oui, le modem, le CD-ROM. Voilà, donc on va le fameux CD-ROM AOL ou le CD-ROM Wanadu qu'il y avait dans les magazines. 50 heures gratuites. Ouais, donc 9 Télécom. Voilà, ou 9 Télécom, bref, CGTEL, tout ça, Club Internet, bref. Et donc moi déjà à l'époque, alors ce qui est assez amusant, c'est que moi quand j'ai commencé à l'époque, il faut quand même les gens se rendent compte que pour
pas programmer, mais pour connecter un ordinateur à Internet. Ouais, c'était pas tout simple. Ah non. D'abord, moi je me rappelle très bien mon ordi Windows 95 avec un mode d'emploi que m'avait envoyé par fax Club Internet, ou c'était Imaginette, je sais plus, qui faisait 2,50 m de long, avec tous les écrans qui étaient montrés, tout le tuto, quoi, en je sais pas combien d'étapes, pour arriver à connecter l'ordinateur à une pauvre connexion 33.6, tu vois, et c'était le miracle à la sortie. Donc, ça, c'est assez amusant, mais ça forme, on va dire, quand tu te rappelles de ça. Et donc, moi, je viens de là. J'étais déjà, je me baladais beaucoup sur les forums et beaucoup sur les forums de discussion et les chats de l'époque. Et parce que voilà, il y avait déjà une communauté qui était là, qui était naissante et qui était un peu underground, et je trouvais ça plutôt cool. Et donc, bien qu'étant étudiant, j'ai commencé déjà à en faire un peu mon job, petit à petit. Jusqu'à après en sortant d'école, en commençant à aller bosser dans un truc totalement improbable qui était tout ce qui était innovation et prospective. Ok, ouais, donc t'es là t'es dans ce mouvement-là depuis très, très longtemps. J'ai cru comprendre que t'avais une petite affinité aussi sur le monde du live stream, tout ce qui est broadcast. Ouais, tout à fait. Ça vient d'une autre... Ça, c'est plus tard. Non, ça vient en même temps. Non, ça vient en même temps. Alors, pareil, mais ça vient de la même période, la période où j'étais étudiant. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais pas à Paris, j'étais à Montpellier, et j'ai eu la chance de faire de la radio, d'apprendre à faire de la radio dans une locale de Radio France. Ouais. Et le gars qui nous a formés à ça, il a fait un projet un peu fou qui est, je vais prendre des étudiants et je vais leur apprendre à faire de la radio en direct. Pour faire en sorte que lorsque les programmes de la radio finissent, vers 19h et des brouettes, et ben après, normalement, on rend l'antenne à France Inter, et ben là, en fait, on va continuer. Et on va faire des émissions derrière ça, parce que Montpellier est une ville très étudiante, donc c'est dit, on va faire une émission étudiante, avec des étudiants. Et on va leur apprendre à faire de la radio. Et donc, c'est là que j'ai découvert le live. Faire de la radio en live avec 5 personnes autour d'une table, des imprévus, savoir monter un sujet, etc., etc. Ça, j'ai eu vraiment la piqûre du live en me disant, mais c'est génial, la piqûre d'adrénaline qui va avec le live, qui est extraordinaire. Et donc, croisé avec effectivement le numérique, et ben, ça donne des choses du style faire des vidéos en direct, faire de l'audio en direct. Ça n'existe pas trop, hein. Enfin, première digression. Mais l'audio en direct, moi je l'ai connu il y a 2-3 ans avec une appli qui s'appelait... Clubhouse. Non, avant Clubhouse, c'était français, tu sais, c'était... je mange le nom, je le retrouverai. Et ça a duré 1 an et demi pendant le confinement. T'as toute la tech, une partie de la tech était dessus, c'était marrant. Et en fait, et donc l'audio en général, tu parles de radio, live, c'est dur. Même aujourd'hui, c'est dur d'en faire de la radio live. Mais faire des podcasts asynchrone comme ça va. Bien sûr. Mais radio live, c'est même. T'as des trucs qui existent. T'as X-Space, X-Twitter Space qui existe toujours. D'ailleurs, nous, les éclairants, on fait des lives maintenant. On s'est mis à faire des lives parce qu'on a cru que c'était cool. T'as les Space maintenant. Donc, t'as toujours les Space. T'as Clubhouse qui a explosé pendant le confinement, qui s'est redégonflé malheureusement, mais qui est un très très bon outil et avec plein de gens dessus. Et puis le live, c'est la vie. Je veux dire, en fait, quand je dis c'est la vie, c'est que pour faire un lien avec le numérique, Twitter s'est construit sur l'instantanéité de l'information. Eux, ils sont légitimes. Mais donc tu vois, ce côté live pour le sport, pour l'événementiel, pour l'actu, etc. Il n'y a pas mieux. Et donc la radio, on parlait de la radio il y a quelques instants. Le live, c'est le sel de la radio, tu sais, la fameuse antenne libre, la libre antenne du soir, tu vois. La radio libre, c'était du flux et du live. Le soir, le libre antenne, où tu prends des gens, tu discutes avec eux, même sur des radios statutaires comme France Inter, il y avait Macha Béranger, personne n'a commun. Je parle aux gens qui ont plus de 40 balais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le sel de la vie et c'est vraiment le truc qui est intéressant. Et donc, dans le numérique, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux toucher énormément de gens très facilement. Avec ce live, le problème, c'est que techniquement, c'est toujours très risqué et casse-gueule. Et puis, il faut savoir l'animer, il faut savoir le faire, sinon c'est chiant. Et donc, moi, j'adore ça. Et donc, tu en parlais, j'adore, j'ai vraiment une passion et une tendresse infinie pour le live stream. Parce que c'est sans filet, c'est sur le fil, et c'est ça qui est cool. Et d'ailleurs, j'en ai fait une boîte, à l'époque, de live streaming qui était une des toutes premières boîtes françaises de live stream vidéo lorsque Periscope, Facebook Live, tout ça s'est lancé. Pas de bol, les boîtes ont suivi, les marques ont suivi, mais le problème qu'on a découvert, c'est qu'en fait, le live, c'est bien, mais comme je viens de le dire, c'est sans filet. Et quand tu te prends des commentaires négatifs ou des choses comme ça, les marques, elles n'aiment pas. Donc, alors qu'il y aurait des moyens de contourner le truc. Donc, il y a
une peur de la brand safety. Et donc, par conséquent, le live est reparti d'où il était venu et il reste aujourd'hui parmi les aficionados de ce format. En B2B, un peu sur LinkedIn, ils ont ouvert un petit peu plus. Ouais, parce que B2B, LinkedIn, on est très sage. On est très sage, voilà, donc il y a peu de risques, c'est ça que tu dis. Les seuls qui vont venir te polluer, c'est pour t'expliquer qu'ils ont fait un truc génial. Viens suivre mon séminaire ou mon webinaire gratuit. Tu sauras tout en 1h30. Donc c'est plus safe, ouais. Après, il y a des lives dans le Cozy Web, dans les Discord. Tu vois. Tout à fait. Alors oui, il y a beaucoup plus de langues qui se. Alors, tu as raison, mais ce principe de live dans les Discord, ça pourrait être même WhatsApp à la rigueur, il n'y en a pas. Mais les conversations hyper intéressantes. Oui, mais ça reste des groupes d'intérêt, des communautés. C'est en fait des gens qui en fait sont là parce qu'ils sont là. Je veux dire, ils sont là parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à se foutre sur la gueule, puisque c'est un peu la continuité des échanges asynchrones qu'ils ont à l'écrit, si ce n'est que là, ils se parlent en direct. Donc, c'est un peu le côté, on se fait un after work et on prend un apéro ensemble, si ce n'est qu'on n'est pas ensemble dans la même salle. Donc, c'est tout à fait cohérent avec l'usage. Voilà, donc, il y a des exemples qui existent, qui sont cohérents. Mais ça n'a pas explosé comme prévu, effectivement. Peut-être que ça reviendra, va savoir. Ok, donc on a compris ton profil. Tu es là dans le numérique depuis longtemps. Tu as touché à des nouvelles tendances, enfin, à ce qui a été une nouvelle tendance à un moment donné et qui l'est encore finalement, l'instantanéité, les lives. Mais aujourd'hui, sur la tech, alors, un petit vrai ou faux qui est une question un peu ouverte, hein, c'est vrai ou faux. Tu surveilles les technologies émergentes, tu es toujours dans le numérique et tu gardes un œil sur tout ça parce que c'est hyper important pour toi. Et alors, dis-nous pourquoi, si c'est le cas. Alors, moi, je dis toujours que ça fait 25 ans que le futur est mon quotidien et c'est toujours le cas. D'abord parce que j'adore ça. Ouais. J'ai eu plein de vies, plein de métiers, plein d'activités, mais avec un fil d'Ariane qui a toujours été ce qu'on disait au tout début, qui est cette notion d'éclairer, de transmettre, de décrypter. Décrypter, tout ça. Voilà, de vulgariser, de décrypter. Moi, mon objectif, c'est que mes parents, quand ils lisent un article ou un truc, ils comprennent ce que j'ai raconté. Même, et sans pour autant avoir vulgarisé le truc, à le rendre simpliste. Non, du tout. On peut garder un sujet complexe en le rendant accessible. Et ça, c'est vraiment... C'est une nécessité aujourd'hui, je pense. Ouais, mais il y a plein de gens qui le font pas. T'aimes bien te morfondre dans les acronymes et tout ça, parce que ça donne un peu un apparat qui permet de donner l'impression que tu sais de quoi tu parles. Alors qu'on sait que la chose la plus difficile, c'est de rendre les choses simples. Ouais. Regarde Apple. Hein. Donc, pour arriver à épurer une interface, il faut en passer des heures. Par contre, en surchargé, il n'y a aucun problème. Oui. Donc, si tu veux, effectivement, donc moi, ça fait vraiment 25 ans que cette notion de prospective, d'innovation, dans tous les métiers que j'ai pu avoir, qui étaient soit véritablement prospectifs, parce que mon premier métier, c'était d'être dans une entité de recherche expérimentale chez Orange, où pendant quasiment 10 ans, j'ai travaillé sur le futur et développé des choses, d'ailleurs. Ça peut être en start-up, ce qui est beaucoup plus concret, on va dire, et proche du terrain, mais ça permet quand même, la start-up a pour objectif quand même de défendre une proposition de valeur qui se veut innovante. Quand j'ai monté ma boîte de transfo digital, de live stream, etc., c'est toujours un cran d'avance. 1 ou 2 crans d'avance. Ça marche pas, mais bon, voilà. Donc ça, c'est mon ADN, si tu veux. Et donc, par rapport à ta question, c'est en ce sens que c'est important, je pense, parce que dans un monde que le numérique a accéléré, d'abord, quand tu regardes, quand tu as, on va dire, de la profondeur de lecture, qui est la mienne, comme d'autres gens qui sont là depuis longtemps, ça te permet quand même de te rappeler que, oui, il y a un truc nouveau qui vient crépiter d'un seul coup. Alors, l'IA, hier c'était le métavers, avant-hier c'était autre chose, demain ce sera l'informatique spatiale, va savoir. Mais quand tu regardes le sujet, en fait, il est là depuis des années. Oui. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours cette notion de techno-béatitude. Tu vois, on est un peu le lapin dans les phares de la bagnole. Genre, oh mon Dieu, c'est nouveau, c'est génial! Alors qu'en fait, il y a un moment, il faut se dire, on va se calmer, ça fait longtemps que c'est là, mais ça attendait son moment. Ouais. Mais c'est peut-être pas encore son moment, d'ailleurs. Haut de la gaussienne, quoi. Ouais, exactement. Et donc, c'est important d'avoir cette notion de mémoire parce que le numérique, on a toujours l'impression que ça va vite, et ça va vite. Mais paradoxalement, ça fait très lentement aussi. Et donc, il y a cette un peu de tension, cette dualité qu'on n'arrive pas à capter, qui est le numérique, ça va vite et très lentement à la fois. Il faut des années pour installer des usages, pour trouver un business, pour qu'une technologie soit mature. Et à la fois, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des expérimentations, qu'on peut tester plein de trucs. Et puis, il y a un moment, il y a un truc qui va s'aligner.
la technologie, les usages et la valeur qui vont s'aligner, et boum, il y a quelque chose qui va sortir. Alors, deuxième digression, mais c'est sur le côté un peu ergonomie, c'est-à-dire d'innovation. Quand tu dis ça va très vite, mais en même temps, ça met des plombes à arriver dans les usages. À un moment donné, la technologie, c'est pas très ergonomique pour le cerveau humain, tu vois. Enfin, plus elle l'est d'ailleurs, plus c'est adopté. Et est-ce qu'il n'y a pas une question de travailler un peu cette ergonomie de la tech, enfin des nouvelles technologies, pour qu'elles s'adaptent à nos faiblesses, à notre manière de penser. On peut pas penser à 10 000 idées à la fois. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Je me refuse d'ailleurs de le faire. Il y a ce côté un peu d'ergonomie que tu retrouves dans les neurosciences. C'est des champs qui sont creusés dans les neurosciences. Tu es d'accord avec ça? Enfin, tu partages un peu ce point de vue plus la tech sera ergonomique avec notre... Oui, c'est-à-dire que oui, je le partage, puisque si tu prends l'histoire à nouveau des technologies, de différentes innovations, tu te rends compte qu'à chaque fois, quand ça a marché, c'est qu'il y avait notamment une notion d'ergonomie. Alors pas que, il y a des contre-exemples, mais si on parlait de Twitter, par exemple, Twitter, c'était pas ergonomique, mais c'était simple à comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas ergonomiques et qui fonctionnent malgré elles, parce qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'alternative, et ça fonctionne plutôt pas mal. L'exemple, l'email. L'email, il n'y a pas plus anti-ergonomique qu'un email. Pourtant, nous sommes en 2024, l'email est toujours pas mort, alors que chaque année, j'entends l'email va mourir. Et ça fait 30 ans que j'attends ça. Moi, j'étais dans une start-up qui s'appelait Blue Kiwi, qui faisait l'ancêtre de Teams. Et à l'époque, des gens disaient l'email va mourir. Les communautés d'entreprises vont remplacer tout ça. La boîte a été rachetée par Atos, qui avait pour un objectif qui était de faire le zéro email. Ils n'ont pas réussi non plus. Donc, il y a des trucs qui ont la vie dure, parce qu'en fait, c'est un peu comme un caillou dans la chaussure. On se dit, c'est pas grave, ça fait pas si mal que ça. J'ai pas envie d'enlever ma chaussure, donc je vais faire avec. Donc, il y a des choses, il y a des contre-exemples. Mais globalement, oui, pour répondre à ta question, à mon sens, la question d'ergonomie, traduction, simplicité on va dire d'appréhension, fait que tu vas baisser la barrière à l'entrée, la barrière de l'appréhension, la barrière de la peur. ChatGPT, pourquoi c'est génial? C'est pas tant que c'est génial au sens où la techno qu'il y a derrière, et là, ça fait 10 ans qu'il l'a creusé, cette notion de GPT, et puis c'est pas nouveau, les Transformers, c'est Google qui l'a sorti. Bref, il y a plein de choses qui existent déjà. Mais c'est hyper ergonomique, quoi. Mais l'idée de dire, tu as juste un champ, tu tapes un truc, dans ton langage à toi, et le truc te répond on l'appréhende bien, en compréhension, enfin, tu te réponds quelque chose qui fait sujet, verbe, complément, et tu comprends ce qu'il dit, c'est un tour de magie. Comme à l'époque, en 98, Google qui... Quand Google sort sa barre de recherche, en disant, voilà, j'ai une page blanche, une recherche, tapez un truc dedans, et il y a des sites qui vont être bien classés, qui vont sortir. C'est la magie. Enfin, alors qu'à l'époque, on se tapait encore les annuaires Yahoo qui étaient mal indexés, mais on faisait avec. Et donc, cette simplicité, à nouveau, elle vient taper pile à l'endroit où il y a un problème, et d'un seul coup, un succès. Moi, je pense qu'elles viennent taper sur des images d'Épinal bien ancrées. Tu vois, l'email, c'est quand même l'enveloppe. Yahoo Directory, c'est l'annuaire. Et quand ça tape pas dans l'inconscient collectif des gens, je pense que c'est là où c'est dur dans l'adoption, et c'est là où la gaussienne, elle tarde à... Ouais, je vais te donner comme un contre-exemple. J'ai devant moi un iPad. C'est quoi un iPad? Regarde. C'est un ordinateur, ou ça se veut un ordinateur. Ouais. C'est quoi? C'est un clavier, un écran. C'est une machine à écrire. C'est une machine à écrire, voilà. Voilà, ça active une image d'Épinal. C'est une machine à écrire avec un écran. Problème, c'est que et c'est là que Apple à l'époque a fait tout son truc, c'est de dire si le truc est pas simple à utiliser comme une machine à écrire, ça marchera pas. Et pour autant, aujourd'hui, tu as encore plein de gens qui, aujourd'hui, moi je vois ma mère, je prends l'exemple de mon moi j'ai deux populations de test, tu vois, c'est mes filles et mes parents. Tu vois, ma mère est un foutu utiliser un ordinateur, et tu lui donnes une tablette, elle va le comprendre parce que le touch, ça lui fait comprendre quelque chose qu'elle connaît. Je touche sur un truc, un bouton virtuel, ça marche. Ça, je sais faire. Mais tu la mets devant un formulaire, je l'ai vu, devant un formulaire à remplir des impôts ou autre, on me dit, je sais pas faire. Je dis, mais maman, c'est juste un formulaire, je sais pas faire. Parce qu'il y a un clavier, je sais pas faire. Et tu vois, je vais donner un autre exemple. J'ai discuté un jour avec la responsable du journal Le Monde, qui a développé tout le CMS du Monde. Et lorsqu'ils ont fusionné le CMS entre les équipes digitales et la rédaction classique, vent debout, non, ça marche très bien, aujourd'hui, on ne veut pas... Elle va faire de l'évangélisation, elle discute avec eux, elle essaye de comprendre pourquoi ça bloque. Et à un moment, il y a un journaliste qui lui dit un truc génial. Il lui dit, ok, d'accord, ton outil, je veux bien l'essayer. Je veux bien que tu le développes un truc, je veux bien entendre ça. Mais je veux que tu me fasses un machin qui soit aussi simple qu'une machine à écrire.
Voilà. Et je trouve que ce que tu disais par rapport au fait que ça tape quelque chose, il voulait un truc qui est, je me mets devant, j'ai une page blanche, j'écris le truc, j'appuie sur envoyer, et ça part quelque part qui va faire qu'au final, ça va atterrir sur le site du Monde. Je trouve que la formule, elle est très belle et elle est révélatrice. Elle est super révélatrice, ouais. Bon, grosse digression, mais c'est intéressant quand même, l'ergonomie. Et, voilà, bon. On va rentrer sur la partie de l'épisode où si tu le souhaites, nous partager home screen donc, de ton iPhone. C'est un iPhone, un bel iPhone d'ailleurs. iPhone 15 Pro Max. Ok, voilà, super. Voilà, je ne me refuse rien. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur parce que c'est mon outil de travail. Donc bon, voilà quoi. Surtout dans le numérique. Ça. Bon, alors la home screen. Grosse excuse pour essayer pour s'offrir un joli joujou. Voilà, j'en ai pas encore trouvé d'excuses pour acheter un Apple Vision Pro, mais j'en trouverai une. Ça va arriver. Un peu cher. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir sur ta home screen, qu'est-ce qui s'y trouve et puis, quels sont les 4 applis du bas, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'y trouve? Tu vois, j'ai un magnifique fond d'écran qui ressemble à... Attends, bouge pas. T'es pas en mode noir et blanc Non, du tout. Non, je suis pas comme certains de tes invités, effectivement. Ouais. Non, moi, d'abord, je teste, moi. J'ai un fond d'écran qui ressemble à une Game Boy. Et qui est pile à la dimension. C'est très, très bien. Sinon, à part ça, les 4 applis en bas. Alors, c'est très à l'ancienne, finalement, quand je m'en rends compte. Il y a l'appli téléphone. Waouh, un téléphone qui a une appli téléphone. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans l'appli téléphone, en fait, tu as surtout le carnet de contact. C'est ça que je trouve intéressant. C'est ça qui m'importe. Ouais. J'ai le navigateur internet dans lequel j'ai mes X onglets qui m'attendent. Jusque-là, j'ai la même chose. J'ai mon email et non mais c'est très à l'ancienne, c'est très boomer. J'ai mon email et j'ai mon calendrier sans qui je ne pourrais pas vivre. Voilà, ça c'est les 4 applis du bas. C'est très basique, c'est très classique, mais après toute la magie de l'histoire. T'as viré les SMS. T'as pas les SMS en bas. Non, j'ai pas les SMS. L'histoire se passe sur les écrans. Au sens où, par contre, j'use et j'abuse. Je viens de voir que t'es très organisé. Voilà, alors j'use et j'abuse des widgets et tous les trucs comme ça. En fait, j'ai. Alors, combien de temps j'en ai 1, 2, 3, 5 écrans. J'ai 5 écrans on va dire, de jeux. Wow. Et chacun a une caractéristique. Alors, c'est vrai que je pourrais les classer par couleur, par machin. J'ai pas fait. Et j'ai fait ça de manière très, comment dirais-je, la plus spontanée possible. Donc, en gros, premier écran, quand j'arrive, j'ai mes SMS, j'ai mon Google Search, j'ai mon alarme, j'ai ma carte d'identité numérique, j'ai tous les trucs en fait que j'ai besoin d'avoir sous la main tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais. Voilà, tout de suite, le truc que j'ai besoin d'avoir sous la main tout de suite. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième écran, c'est tout ce qui est pro. Donc, c'est tout ce qui est document. Ouais. Tu as tout ce qui est documents, mon application de gestion de projet, Notion, Trello, voilà. Donc, tout le knowledge, il est là. Collaboratif, tout ça, tout est là. Ensuite, troisième écran, c'est le côté je me déplace. Donc, c'est les plans, c'est le métro, c'est voilà, tout ce qui est mobilité au sens large, mais c'est aussi les endroits où je vais. C'est en gros sortie, spectacle. Ah oui, d'accord. Et donc c'est vraiment le côté déplacement. Ensuite, le quatrième écran, c'est tout ce qui est médias sociaux. Ah ouais, d'accord, tu les mets bien loin, quoi. Voilà. Non, pas forcément bien loin. Ils sont dans une logique. Je vais te la donner vite fait après. 4e page, quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Et ensuite, la 5e, c'est... Ah ben non, j'ai 6 pages, en fait. La 5e, c'est tout ce qui est actu et curation. Et la 6e, c'est tout le reste. Voilà, tout le reste que je vais voir de temps en temps. Et voilà. Et donc, le truc, c'est que... alors, tu vas dire, oui, c'est un peu loin, effectivement. Mais en fait, pour moi, c'est logique. Je veux dire, le côté... tout ce que j'ai sous la main, c'est très bien. Le travail, le fait... voilà. Tout est classé, on va dire, par ordre, ce qui fait que finalement, je vais très, très vite dans le slide. Et je ne me rends pas compte, c'est au 4e, au 5e. Et alors, peut-être que les réseaux sociaux, je l'ai mis au 4e, comme ça, histoire, ça m'évite d'être vraiment connecté. Si je l'avais mis dessus, je pense, en première page, je pense que ce serait... Moi, je les ai dégagés de la première page. Je serais tellement picosy que non. Et puis, il y a un dernier truc, c'est que, voilà, il y a des petits widgets sur lesquels j'ai fait des multi-widgets. Alors, tu vois, par exemple, là, sur les réseaux sociaux, tu vois, hop. Ah oui, t'es très widget, ouais. Tu vois, et en fait, je switch entre les différents... pas mal, celui-là. D'accord. Tu vois, voilà, ou par exemple... Donc ça, celui-là, c'est un widget où tu... Alors là, c'est un widget où par exemple, j'ai, tu vois, les dernières notifs de certains réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitch, TikTok. Ouais, donc tu peux le configurer dans widget, Apple, je vais mettre... Exactement, et donc l'intérêt, c'est que c'est en fait une sorte de raccourci vers qu'est-ce qui se passe actuellement. Ouais.
Donc c'est vraiment ce côté flux d'actualité et tout le reste en dessous qui est les endroits auxquels je vais quand j'ai envie. Et pareil, tu vois, sur la côté médias, presse, radio, télé, même chose, tu vois, j'ai YouTube, les tendances YouTube, les podcasts que je vais écouter. D'accord. Rapatrier les flux dès qu'il y a de tes épisodes préférés. Voilà, donc par exemple, un podcast, tu vois, j'utilise une super app qui s'appelle... et bien sûr, le nom m'oublie. J'oublie le nom au moment. On va rentrer là-dedans. Ouais, bah, je vais le dire après. Ouais. Et qui me permet d'avoir, par exemple, ma liste de diff, ma liste d'écoute, par exemple. Et puis, ce que je t'ai pas dit, c'est que en plus de ça, j'ai un dernier écran caché, tu vois. Hop. La 6e. Le 6e écran caché, qui est vraiment c'est que des widgets. Et en fait, c'est. Ah bah oui, c'est le dashboard, quoi. C'est le dashboard dans lequel j'ai. Alors, les trucs dans lesquels j'ai. Enfin, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. C'est en gros, c'est la météo. Ce que je me suis bougé aujourd'hui. Comment je rentre chez moi. Et ma musique. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, c'est. Et si très important, la batterie de mes différents devices. Savoir où j'en suis. Voilà. C'est intéressant, la mobilité, quand on est nomade, par exemple, d'avoir la stack de quelqu'un qui bouge, parce que c'est justement faire de la veille quand on est un peu posé ou quand on est remoters, ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un temps d'attention que les autres personnes n'ont pas forcément. Les gens qui en 3 minutes sont chez eux. Toi, tu es plutôt mobile. Oui, clairement. Donc ça veut dire que tu dois être parfaitement organisé. Tu vois, tu me parles de météo et tout. C'est une nouvelle manière de vivre, quoi, finalement. En fait, c'est rigolo. Tu me demandais tout à l'heure si ça faisait longtemps que j'étais là-dedans. Oui, et en fait, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Même à l'époque, c'était pas à la mode. Tu vois, comme par exemple, j'ai travaillé chez Orange, j'avais des équipes internationales. Mais j'aimais bien travailler chez moi. Et j'habitais pas loin de là où je travaillais. Et je me faisais engueuler régulièrement par ma boss. Tu dois être là et tout. Et pourquoi ? Je veux dire, là, aujourd'hui, il n'y a personne au bureau. Ils sont pas là. Mes équipes, soit elles se réveillent, soit elles dorment. Moi, je suis avec mon portable chez moi. Et si tu as besoin de moi, je suis là dans les 10 minutes. Et mais c'est pas possible. Et donc moi j'ai toujours eu, enfin c'était extrêmement spontané, j'ai toujours eu cette logique de très actuel ce point. Je vais me poser travailler quelque part, je prends mon ordi, j'ai besoin de prendre l'air, je vais dire, moi j'adore aller me poser. Alors, aujourd'hui je suis consultant indépendant, mais même si j'ai diverses activités, mais de par le fait que je n'habite plus à Paris, effectivement je bouge pas mal, mais même quand j'habitais à Paris, j'adorais descendre de chez moi, aller me poser dans un café et voir les gens, voir ce qui se passe, écouter. Et tu captes plein de trucs. Tu vas te poser dans un musée, tu te mets dans un petit coin, tu prends ton ordi, il t'embête pas, tu fais pas de bruit et tu regardes les gens, tu captes des choses. Et ça, je pense, c'est hyper. Enfin, moi, dans mon mode de fonctionnement, c'est un peu mon mode de curation dans la vie réelle. Hyper intéressant cette technique de veille dans le monde réel. Le coup du musée, laisser s'imprégner un peu des... Ou regarder les usages, regarder ce que font les gens. Tu vois, observer un peu le réel. Tu te mets dans le métro, tu lèves les yeux, tu regardes ce que font les gens. Et tu regardes ce qu'ils font sur leur mobile. Pas tu regardes pas leur mobile, mais tu regardes comment ils l'utilisent, etc. Tu peux apprendre plein de trucs. Et à l'inverse, ça c'est mon côté, j'ai fait un peu d'intelligence économique, mais tu te mets dans un café à côté d'une grosse boîte. Là, les gens parlent beaucoup trop. Il y a 2 endroits où tu peux capter un max d'infos, c'est le café et le TGV. TGV, Eurostar, avion. Le nombre de... Moi, un jour, j'ai un gars qui a laissé son laptop ouvert à côté de moi, il travaillait dans une banque, j'avais accès à son extranet, j'avais accès à tout. Ouais. C'est juste Faites délirant. Attention, quoi. Et mais c'est génial parce qu'effectivement tu écoutes les gens discuter, tu prends free insight. Tu prends un Lyon-Paris en TGV ou un Grenoble-Paris en TGV, tu écoutes les gens, tu as toujours des infos de STMI Electronics. Oui, alors tu vois le deal qu'on a passé, vas-y, raconte. Bon, donc on a vu ta home screen d'iPhone. On va passer un peu sur alors qui est bordélique, je te cache pas. Bon, ça va. Ouais, mais en fait, je vais vous dire la vérité à toi. Je vais te dire la vérité, je vais vous la dire à vous qui écoutez. C'est qu'en fait, là où j'ai béni Apple, c'est le jour où ils ont permis de mettre des applications qui n'étaient pas forcément sur le home screen. Tu te rappelles que quand tu mettais une app, tu étais obligé d'avoir l'icône sur le home screen. Oui. Là, tu peux faire le choix de l'avoir dans la bibliothèque d'app sans forcément l'avoir sur le home screen. Oui. Donc là, j'ai fait un choix parce que comme je teste plein d'applis, donc j'ai un petit onglet qui s'appelle Test, un petit catalogue, mais en fait, dans la réalité, j'ai 458 applications sur mon sauf téléphone. Que, d'accord, tu les as foutus dans la bibli, quoi. C'est ça. Et j'utilise peut-être une fois par an, mais d'abord, je suis content de les avoir. Et puis, il y a des trucs que je vais chercher de temps en temps.
ou pour montrer à mes étudiants, ou pour montrer à quelqu'un. Parce que je sais qu'il est là et ça me permet de faire de la démo. Ouais, puis dans la recherche, tu la trouves immédiatement. Ok. Concernant tes lectures, on parle de veille, donc tu dois t'informer, t'as des canards, t'as des blogs, t'as des newsletters, t'as tout un tas de choses qui te nourrissent au quotidien, mais ça peut être aussi des livres qui vont structurer ou façonner ta manière de penser. Tout à fait. Donc, quelles sont tes lectures du moment, par exemple, sur les sujets que tu surveilles, en termes de revues, de blogs, newsletters? Alors, c'est pas évident. Quand tu m'as posé la question, que tu m'as invité, je t'ai dit attends, tu m'obliges à me poser la question de comment je m'informe finalement et comment je vais chercher de l'actu et comment au-delà des outils qu'on abordera peut-être plus tard, c'est qu'est-ce que je vais chercher comme source d'infos et tu m'as posé une belle colle parce que finalement je me suis dit tiens, c'est amusant, mais au bout de 25 ans d'activité sur le sujet, j'ai acquis des réflexes qui font que je me rends même plus compte de comment je fais. Alors j'ai quand même essayé de découper un peu l'histoire et en fait je me suis rendu compte de plusieurs trucs. C'est que alors le paradoxe, c'est qu'en fait moi je suis un peu un écureuil. En fait dès que je vois un truc qui m'intéresse, je le mets de côté. Ouais, moi aussi. Le problème c'est qu'après il faut le retrouver de ça. Alors, j'ai des outils pour ça, mais et l'IA heureusement est arrivé aussi. Mais bon, j'ai des outils pour ça, mais tu vois ça m'empêche pas d'avoir des onglets, des multiples onglets dans mon. Là je suis arrivé au bout des onglets de Safari, quoi. Donc il va falloir que je vide un peu ça. Mais si on peut te répondre sur l'aspect lecture, tout ça, en fait ma première source d'actualité, enfin à l'époque, quand j'ai commencé dans tout ça, j'ai fait comme beaucoup de gens, je me suis fait ma petite liste de flux RSS. Tu vois, alors, voilà, donc là je parle à des gens pareils qui savent peut-être même pas de quoi je parle, mais donc j'avais mon NetVibes. Vous vous rappelez NetVibes, un magnifique dashboard dans lequel tu mettais tous tes flux, tu pouvais les hiérarchiser, tout et tout. Ça a été racheté ça Oui, par Dassault Systèmes. Truc rigolo, je suis retourné sur mon NetVibes, qui marche toujours. Ah, ça marche encore? Ouais, okay. J'ai fait de l'archéologie numérique. Et en fait, j'ai adoré parce qu'il y a des flux qui ne marchent plus. Mais c'est intéressant de se rappeler les sites, de se dire, tiens, est-ce qu'on peut toujours y accéder ou pas? Et c'est là que tu vois des fois, c'est dommage parce que des fois, des trucs qui étaient hyper intéressants mais qui ont complètement disparu de la surface. Et d'autres, non, qui sont restés en ligne. Et surtout, il y a des flux qui continuent de marcher. Ça, c'est assez rigolo. Donc bon, moi, au début, voilà, j'avais mon NetVibes il y a très longtemps de ça. Mais finalement, quand les réseaux sociaux sont arrivés, très vite, alors je parle de l'époque, moi je me suis foutu, tu vois, l'autre jour là j'ai été interviewé par des journalistes sur les 20 ans de Facebook, ça m'a rappelé que ça faisait quasiment 20 ans que j'étais dessus, ça m'a foutu un gros coup de vieux. Je me suis amusé à les regarder quand est-ce que j'étais. Alors attends, j'avais marqué, j'étais sur Twitter et Facebook en 2007 et j'étais en 2004 sur LinkedIn. Ça ne rajeunit pas. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu la question que tu m'avais posée, que très rapidement, j'ai utilisé ces outils comme des outils de veille. Et c'est toujours mes outils de veille. Autrement dit, j'ai toujours essayé de suivre les personnes qui m'intéressaient réellement, qui avaient un vrai propos, un vrai sujet. Donc le qui, pas le quoi. Tu suis des personnes. Voilà. Alors, le qui et le quoi sont très souvent liés. Mais effectivement, ce qui m'intéresse, c'est les gens, les humains et ce qu'ils racontent. Et donc, et la sérendipité qui en découle. Et donc, j'ai très rapidement hiérarchisé en fait les gens que je suivais, tout ça. Et lorsque les réseaux sociaux ont commencé à introduire les algos, j'ai commencé à nettoyer mes flux. Donc, autrement dit, j'ai dompté mes algos. Donc, j'ai essayé de les dompter, qui fait qu'aujourd'hui, mon Twitter, pas mon Facebook, mais mon Twitter, mon LinkedIn, pour prendre ça, sont finalement assez propres. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dessus et j'ai tout de suite une bonne overview, une bonne vision des sujets qui m'intéressent. Et ça ne rate jamais. C'est en fait, quand quelqu'un me dit « T'as vu cette info ?» Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu hier soir, je l'ai vu ce matin, parce qu'il y a quelqu'un aux US qui l'a sorti, je l'ai vu. Donc ça, c'est vraiment le temps d'avance qui m'a permis de continuer vraiment à exploiter. Mais ça, pour faire ça, il faut une grande rigueur de nettoyer les flux. Lui, je le suis, mais je suis abonné, mais je veux pas le suivre, je veux pas voir ses trucs. Lui, je le mute, lui, je le garde, ou elle, et ainsi de suite. Il faut mettre à jour assez régulièrement les gens que tu as envie de suivre, ceux que tu as envie de dégager. C'est un sport. Alors, c'est un sport, mais quand tu le fais bien, une fois que tu l'as fait, le refresh, il est à la marge. Donc, il faut juste se plonger dedans une bonne fois pour toutes. Mais après le rafraîchissement de ça, la mise à jour de ça, elle est vraiment à la marge. Et si tu fais ça, tu te rends compte que les outils sociaux peuvent vraiment être un super moteur. Tu t'es jamais planté, par exemple, sur une tendance tech qui est arrivée, je sais pas,
tu as commencé à suivre des personnes, puis cette tendance, elle disparaît, et en fait, ton flux, il est complètement pollué. Moi, ça m'est arrivé avec le Web3. Ouais. J'ai suivi énormément de gens dans le Web3. Après, ça ne parlait plus que de ça, quoi. Oui. Et donc, du coup, pour enlever ça, ça a été une galère, mais sans nom pour moi. Bon, j'y suis arrivé. Mais quand on parle de sport, on parle de ça. Alors, tu as raison. C'est vrai qu'il y a des modes qui font que, au bout d'un moment, tu as une bulle de filtre qui se crée et l'algo te ressort des trucs en plus là-dessus. Ouais. Donc, tu as raison. D'où l'importance d'avoir d'autres sources à côté. Oui. Donc, tu as finalement ce flux live qui est très lié à l'actualité du moment. C'est vrai. Mais tu vois, moi, je mélange ça avec d'autres choses. Donc, je te fais mon cocktail. Donc, il y a ce côté flux, mais avec l'algo qui est maîtrisé ou qui est dompté. Alors oui, j'ai eu mon Feedly, je l'ai toujours, mais j'utilise finalement pas tant que ça. J'utilise plus pour me rappeler les sources intéressantes. Qui est un agrégateur de flux RSS. Voilà. Mais globalement, vraiment, je l'utilise plus pour garder un peu les sites intéressants à regarder, mais pas plus que ça. Après, je croise ça avec des newsletters. Des newsletters auxquels je suis abonné depuis longtemps ou pas longtemps, parce qu'il y a un retour de mode, mais qui me permet d'avoir de la profondeur. Quand tu prends une Laura Bokobzaki, que tu cites souvent ici, et à raison. Quand tu prends une Marie Dolé, quand tu prends une newsletter comme 15 marches, c'est des newsletters de long terme. C'est des newsletters de longue traîne et de long terme. Et donc, si tu as ça, croisé avec finalement l'instantanéité du moment, déjà, tu as deux visions du monde qui s'affrontent. C'est toujours à nouveau ce qu'on disait au début. Ce numérique un peu statique est super sous en fait, et de l'autre côté le numérique temps long. Et quand tu croises les deux, après c'est à toi de faire la synthèse un peu des deux, mais ça permet déjà d'avoir une pondération. Donc newsletter, ce côté slow d'un côté, le côté réseaux sociaux rapide de l'autre. Et puis il y a des gens que j'aime toujours aller lire. Donc, qui ont toujours des blogs. Tu as un Fred Cavazza, tel un moine copiste, il écrit régulièrement. De plus en plus drôle, d'ailleurs. Oui. En fait, avec l'âge, des gens comme lui, moi, nous devenons de plus en plus, on va dire, piquants. Voilà, justement, parce qu'avec le recul, tu vois. Mais tu vois, par exemple, sur Taylor Swift de ce matin, ça m'a fait beaucoup rire. Mais tu vois, tu prends, par exemple, t'as des collectifs qui existent. Tiens, je t'en donne un, et pour vous qui écoutez, qui est tout nouveau, tout beau, qui a été lancé par Yann Gourvenec, qui s'appelle, pas que lui, mais ils sont plusieurs, qui s'appelle humansubstance.com. Humansubstance.com, c'est en fait à l'ancienne une web ring, donc en fait une page web qui collecte des flux de blogs, donc de gens qui écrivent encore, avec la volonté d'avoir des gens qui n'écrivent pas avec de l'IA, ou tout au moins qui essayent, qui sont vraiment sur une logique très qualitative dans l'écrit. C'est assez récent, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve ça assez intéressant. Alors dans les newsletters, là je te parle de newsletters françaises, mais tu as des Américains aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment essayer de mélanger un peu ces sources-là. Et puis il y a un dernier truc quand même que je trouve intéressant à avoir en tête. On cherche toujours... Alors peut-être on pourrait en parler dans les outils, mais on est un peu à la frontière des deux. C'est que, bien sûr, il y a des lectures. Ça, je peux te donner aussi d'autres articles, des bouquins si tu as envie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire que dans les outils eux-mêmes, notamment de réseaux sociaux, il y a des fonctionnalités extrêmement puissantes que très peu de gens utilisent. Je vois où tu veux en venir. Moi, je t'en donne deux. Une que j'utilise encore beaucoup, c'est les listes de Twitter. Que heureusement Elon n'a pas tué. N'a pas supprimé. Et les listes, c'est super vieux dans l'outil de Twitter. Et c'est un truc, c'est parmi les tout premières fonctionnalités vraiment intéressantes avancées de Twitter. Et donc, qui, moi, me permet de trier, en fait, finalement, de me créer des timelines personnalisées. Et des feeds personnalisés. Voilà, et des feeds thématiques selon les gens. Donc, tu vois, je m'en suis fait un sur l'IA, mais ça pourrait être les journalistes, le machin. Voilà. Donc, ça, c'est génial pour isoler le bruit. C'est hyper intéressant. Et puis, dans tous ces outils-là, tu as des outils de bookmark, de favoris. Alors, après, oui, le problème, c'est qu'il faut penser à y revenir. Mais j'ai des bookmarks sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter. Alors oui, après, il faut repenser à plonger dedans, c'est un peu le problème. Mais tu sais que tu es là, et comme c'est des outils qui passent très très vite, le fait de faire des ancrages comme ça te permet à un moment de replonger dedans, et c'est hyper intéressant. C'est la strat écureuil, je suis 100% dans cette strat. On va appeler ça comme... Attends, je vais sortir un bouquin, la stratégie écureuil. La stratégie écureuil, votre strat de veille. Et moi, le vendredi, généralement, c'est là où je rouvre tous les sacs où j'ai mis mes noisettes sur Facebook, les signets sur Twitter et généralement, c'est un peu comme dans Shazam, t'es jamais déçu, quoi. C'est ça. Tu vois, ce que t'as Shazamé, généralement, la curation, elle se fait là. Et il y a très peu de choses qui me déçoivent au final.
hyper intéressant. Et les listes, 1000 fois d'accord. C'est complètement sous-exploité. Ça n'a pas été c'est enlevé. sous-côté, hein, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. D'autant plus maintenant qu'on peut sauvegarder et décider de mettre ce qu'on sauvegarde dans un dossier en particulier. Oui, quand tu es en premium. Quand tu es en premium, ok. Et un autre outil qui est pas mal aussi, qui s'appelait TweetDeck. Oui, qui est devenu X-Pro. Qui est devenu X-Pro, qui est dans l'offre payante de Twitter, et qui est la seule raison pour laquelle je paye encore Twitter. C'est parce que je veux pas perdre de ça. Même s'il y a un effet, et j'en parlais la dernière fois, un peu, pas FOMO, mais tous ces outils comme Feedly, où tu as plein de flux, tu as plein d'infos devant toi, dont TweetDeck, où tu peux vite être débordé par tous les feeds. Moi, ça me déprime un peu parce que je me dis, mais je suis en train de passer à côté de... mon cerveau peut pas appréhender tout. Donc du coup, il y a le premier shot émotionnel que ça me procure. C'est pas un bon shot, c'est de dire, oh là là, je me fais complètement dépasser. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant. Dans tous les gens que moi j'ai eu à former, et notamment des dirigeants, des dirigeants de genre de Comex, de CAC 40, ils n'ont pas le temps. Et en fait, quand tu leur présentes un Twitter, par exemple, ou même un LinkedIn, leur premier réflexe, et qui est un réflexe très hérité de l'email. Ah ben j'ai pas le temps de tout lire. Et moi, la réponse que je fais, c'est on vous demande pas de tout lire. On vous demande de choper l'instant, de capter le moment, de soit de faire une recherche thématique sur un sujet, soit de regarder ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, parce qu'en fait, ça t'oblige à lâcher un truc. Ça t'oblige à devoir lâcher prise. Exactement. Et te dire que tu peux pas tout maîtriser. Et quand tu es un dirigeant, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir la sensation que tu maîtrises pas tout. C'est un bon point, ça. C'est parce que c'est le lâcher prise qui fait peur, finalement. Peut-être que les execs se renferment un peu sur leur propre... Mais tout le monde en général, cette notion de maîtrise, parce que tu as l'impression que le digital, c'est complètement fluide, et c'est vrai. Et donc, tu te dis, mais non, je vais arriver à retenir cette matière. Mais non, elle peut pas. Donc, en fait, tu ne veux pas voir le monde tel qu'il est, parce qu'il fait peur, en fait. Tu ne veux pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais, et un dernier point qui est intéressant aussi, c'est pas un outil, c'est une fonction, pareil, mais qui paraît sous-côté complètement. C'est les groupes de LinkedIn. T'as des super groupes de LinkedIn. Actifs. Ouais. T'en as certains, notamment à l'international. Alors bien sûr, tout le monde vient faire sa pub, c'est pas la question. Mais dans le lot, dans le côté je viens faire ma pub, tu viens faire ta pub en apportant de la valeur, en apportant de l'info et en montrant que t'es celui qui est sur le coup. Donc t'as des gens qui sont hyper bons curateurs. Et t'as des groupes dans lequel je suis moi depuis très longtemps, j'y vais de temps en temps juste pour regarder quoi, et dire tiens celle-là je l'avais raté, ou ça c'est intéressant. Pareil, j'y vais pas tout le temps, mais voilà, c'est un truc qui est sous-coté mais qui est hyper intéressant et qui d'ailleurs historiquement et directement issu des forums, et qui est quelque chose qui est hyper intéressant, qui pareil est une manière un peu d'arrêter le flux ou de retenir un peu, de faire un peu barrage, tu vois, dans le flux ininterrompu d'infos. C'est marrant parce qu'on parle de lecture et en fait on parle d'outils aussi. Mais la manière dont on consomme l'info est très liée aux réseaux sociaux et dans la tech, il y a un moment pour avoir quelques insights sympas. Il y avait les Slack, tu vois, les groupes chat. C'est un peu. Après, il y a eu Discord qui a essayé de prendre la place. Puis du coup, les conversations étaient moins quali. Enfin, je le grossis le trait, c'est plus compliqué que ça. Mais... parce que Discord, c'est pas mal, franchement. Non, mais oui. Mais du coup, en fait, aussi, le système de notif de Discord peut en embêter plus d'un. Donc, ces groupes chat dans lesquels, moi, je me rappelle, dans la tech, fallait être dans 4-5 groupes chat absolument. Enfin, je sais pas, il y a 5-6 ans, fallait être dans un groupe Facebook qui s'appelle French Network, je sais plus. Tout à fait. C'est passé, tu vois, c'est passé. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur, en 2024, digital detox complet pour tous ceux qui ont joué à ça, et genre plus jamais, quoi, ou parce qu'il n'y a plus de signal dans ces groupes, où il n'y a plus de conversations intéressantes. Et ce que je me dis aussi, c'est que dans les gens qui utilisent vachement les réseaux sociaux, c'est que dans le B2B, c'est souvent pour networker. Plus que pour aller consommer de l'info. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour converser finalement en asynchrone. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu leur carnet d'adresse quelque part aussi. Ouais, c'est un peu leur carnet d'adresse, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur l'histoire des groupes. Ok. Parce que, moi, je le vois. Alors, oui, t'as raison. Peut-être qu'il y a eu une baisse. Alors, c'est vrai qu'à une époque, il y a eu une grande mode des groupes, notamment sur Facebook. Je me rappelle d'un groupe de start-upers, French Startup, qui était mené par Cédric Georgie, par exemple. Qui était hyper intéressant. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu une décrue, mais je pense que ça a basculé dans le dark social.
Je pense que ça a basculé sous la ligne de flottaison. Parce que tu vois, moi, je fais partie de plusieurs groupes et on se papote pas mal. Et il y a beaucoup d'actu qui sort, tu vois. Quelqu'un que tu connais bien, par exemple, Carlos Diaz, avec le groupe Silicon Carnet, et effectivement lié à son podcast. Et il a une super communauté qui est hyper... D'ailleurs, j'ai même pas le temps de tout lire. Non, pas le temps. Donc, tu vois, moi, je fais partie d'autres groupes. Un groupe sur l'IA, par exemple, hyper smart. On se parle tous les jours de plein de trucs. Les éclaireurs du numérique, nous en fait notre veille on l'a fait par un groupe Signal, donc Bertrand, moi, Fabrice, dès qu'on voit un truc on se le balance, on en discute entre nous, c'est un peu notre antichambre où on papote de plein de trucs, on se lâche et puis on dit bon alors pour la prochaine émission on fait quoi, on avait dit quoi il y a une semaine, ah oui il y a ça, donc je pense que alors peut-être que c'est moins répandu aujourd'hui parce que le temps il est ce qu'il est, donc t'as pas forcément le temps de tout faire. Mais moi je pense beaucoup, je crois beaucoup à la qualité de ces groupes. Je crois beaucoup quand t'es au bon endroit. Passé dans le niveau un peu cozy web, dark social, quoi. Ça existe encore, mais sous une autre forme. Mais il faut savoir où ça se trouve. Mais alors après t'as beaucoup de gens aussi qui ont eu cette dimension aujourd'hui de vouloir monétiser ça. Tu vois le côté genre viens suivre mon webinaire gratuit, puis viens sur mon groupe Telegram. Paid communities, quoi. Alors, là je caricature en prenant les trucs un peu putassiers, la Yomi Denzel ou la Soana, ou la Max Piccinini, j'arrive jamais à le dire. Bref, tous ces mecs là, mais non, t'as des trucs qui sont aussi super quali, t'as des masterclass qui sont hyper intéressantes avec des vrais groupes quali, et après tu fais partie de ces communautés et c'est intéressant. Donc ce qui est clair c'est que je pense que ça existe toujours, c'est juste que c'est moins vu ou c'est moins gratuit, c'est moins accessible, c'est plus privé, quoi, plus intime, quoi. C'est ça. Ok, alors pour clore la partie lecture, tu as peut-être un bouquin, un petit bouquin que tu pourrais... quelque chose qui a un peu façonné la manière dont tu penses la tech aujourd'hui. Oh là là, c'est dur. Il y a un vieux livre que j'aimais bien qui s'appelait Tribes. Je sais pas si tu te rappelles de Seth Godin. De Seth Godin. On pense qu'on veut du garçon, mais le bouquin était vraiment hyper intéressant. Sur le community building, c'est génial. Ça. Voilà, et c'est un vieux bouquin, un bouquin qui date d'il y a très très longtemps, mais qui était vraiment, qui est encore d'actualité, je trouve, dans cette logique de dynamique de création de communauté. C'est toujours, en fait, c'est la base. C'est la base, et même dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour faire des groupes. Le bar PMU, c'est ton groupe d'amis, c'est ton groupe dynamique, c'est ta dynamique de groupe, tes potes, etc. Donc ce bouquin, moi je l'ai beaucoup aimé. Et donc c'est un de mes bouquins que j'ai beaucoup regardé, et gardé. Il y en a un que je trouve hyper intéressant actuellement, mais qui croise deux passions que j'ai, qui sont le cinéma et l'IA. C'est pas parce que l'IA est à la mode, mais parce qu'il y a un imaginaire autour de la science-fiction autour de ça qui est très vieux, hyper intéressant. Je vous conseille un beau bouquin qui s'appelle Génération IA. Le titre est pas à la hauteur du bouquin, je trouve. Il s'appelle Génération IA, qui est écrit par Alex Pachulski, qui était l'ancien cofondateur de Talentsoft, qui est un grand fan de cinéma aussi. Et il avait un énorme bouquin où en fait il recense tous les films qui traitent de la question de l'IA et comment il le traite. Il est récent, le bouquin? Alors il a peut-être 2-3 ans. Et donc c'est un bouquin d'art, c'est un vrai livre gros, épais, tu vois, je crois qu'il est bouquin de la Fnac. Tu passes à côté, t'as envie de l'acheter. C'est ça. Après tu regardes le prix. Voilà, c'est ça. Mais c'est un vrai beau cadeau à se faire. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez la science-fiction et si vous aimez la réflexion sur tout ça, et ce que ça vient nourrir comme imaginaire au regard de notre vie aujourd'hui et notre regard sur les innovations et la technologie, achetez-le. Il est vraiment très très bien et il est super super intéressant. C'est super, je pense que je vais craquer direct. Aimons beaucoup la SF aussi. Et donc quelqu'un qui en fait est à la base un entrepreneur du numérique. Donc tu vois, il y a cette lecture-là. C'est un entrepreneur du numérique qui adore les innovations et qui aime le cinéma qui a eu envie d'écrire un truc sur le sujet et qui s'intéresse depuis très longtemps à tout ce qui est IA, etc. Donc le cocktail... Sa propre boucle incrémentale doit être super intéressante. C'est ça. Il ajoute des choses venant de la tech, étant passionné par l'SF. Moi, je crois... Enfin, j'adore le design fiction et j'adore le fait de pouvoir imaginer le futur comme ça en se lâchant un peu côté fictionnel, sur le côté fictionnel et je vais dire quelque chose qui est pas une révolution, mais on voit tous que la SF a permis d'anticiper ce qu'on connaît nous, simplement en posant en fait des histoires. Et est-ce que ça vient poser ou est-ce que ça vient nourrir? Ce que je veux dire par là, c'est que
Parce que tu pourrais aussi te dire, ce qu'ils ont raconté, c'est des conneries. Donc, la question, c'est est-ce que finalement, on se dit, bah tiens, c'était prémonitoire, ou est-ce qu'on est quelque part un peu inconsciemment drivé, amené par le fil de ce qu'on a vu et en se raccrochant à des repères. Mais tu vois... Les vrais pionniers, c'est eux. Les vrais pionniers, c'est les créateurs d'imaginaire. Je pense qu'on surfe sur eux. Donc on surfe sur Asimov, on surfe sur... Ouais. Oui, Pierre Boulle, français. Pierre Boulle. La planète des singes. Hein. Ouais. Ou entre autres, il a fait plein de nouvelles. Mais t'as ça, Jules Verne. Ouais. Jules Verne, certainement un des plus grands anticipateurs qui ait jamais existé. Oui. Hein. Et qui est au cœur d'ailleurs de la trilogie que j'adore, de Retour vers le futur. Donc le futur n'est jamais écrit, donc écrivez-le. Comme dit Doc à la fin. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il y a une autre question qui est, par rapport à ce que tu disais, c'est... Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on suit, qui était anticipatif, qu'on anticipe, ou bien est-ce que c'est aujourd'hui un facilitateur? Je prends un exemple très simple. Elon Musk. Ouais. Elon Musk est un mec qui est certainement celui qui a la plus grande culture numérique. Ouais. Le mec, c'est un geek, c'est un troll. Ouais. C'est quelqu'un qui a une très grande finesse des sujets du numérique. Je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle en termes de code. Quand il envoie décoller une fusée SpaceX habitée, l'habitacle de la fusée, elle ne ressemble pas à un habitacle de Boeing 747 sous stéroïdes version NASA. Ça ressemble à 2001 l'Odyssée de l'espace. 2 écrans, super clean, super lean. Les tenues que les mecs portent sont directement inspirées de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ça ressemble pas à un truc moche orange ou blanc ou gris. Quand ils balancent alors on pense ce qu'on veut, mais quand ils la balancent en orbite une Tesla... c'est vrai qu'il a fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau de bord de la Tesla ? Il y a marqué Don't Panic. Et Don't Panic, c'est directement tiré de H2G2, le Hitchhiker Guide of the Galaxy, enfin le guide intergalactique du voyageur intergalactique, qui est un des bouquins que vous pourriez lire d'ailleurs. Tiens, j'aurais pu te citer celui-là aussi comme bouquin de chevet. Et donc, c'est un clin d'œil qu'il fait à tous les gens, tous les geeks, tous les trucs, disant voilà, je vous fais un clin d'œil, on en a parlé dans ce livre-là, moi je le fais. Je vous le montre. Et donc, tout ça, ça modèle aussi un imaginaire. Et ça, à mon sens, c'est aussi un moyen, quelque part, de faire monter le niveau d'acceptation, de faire baisser le niveau de peur. Parce que ça fait rêver. Quand tu vois un habitacle de station spatiale ou de fusée qui ressemble à ce que tu as vu dans les films, tu te dis, putain, le mec, il est visionnaire, le mec, il a réussi à le faire. Et waouh, ça y est, on est dans le futur. Alors qu'en fait, c'est juste que les mecs de la NASA n'ont absolument pas cette culture-là. Ils ont une culture d'ingé qui est de développer un truc qui ressemble à un truc avec plein de boutons, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et lui, il a apporté une vision différente qui vient s'inspirer et qui vient aussi en choc de ces imaginaires. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Très malin pour arriver à faire accepter aussi ces innovations. Ouais, c'est ce qu'on parlait d'ergonomie, de la manière de faire accepter ces innovations à l'esprit humain. Les histoires, c'est très puissant. Ouais. Et souvent, je me suis dit, mais pourquoi tu vois, quand tu es fondateur d'une start-up ou en tout cas d'un projet technologique très compliqué, très complexe, pourquoi on n'a qu'un deck PowerPoint pour expliquer des choses quand finalement, si tu écrivais une nouvelle, tu pourrais projeter... alors, parce que ça ne fait pas sérieux, mais finalement... Pourquoi ça ne fait pas sérieux ? C'est un peu la question que je me pose, parce que tu prends un truc comme Black Mirror, qui est une série de pitch deck, finalement, sur différentes technologies, quoi. Et c'est là où je me dis, le côté fiction, narratif, n'est pas poussé jusqu'au bout dans la tech. Je pense qu'en fait, on s'en approche, parce que des gens comme... Musk arrive à choper les imaginaires, mais c'est complètement sous-exploité. Le croisement de la fiction, de l'entertainment limite, et de la manière d'appréhender de comprendre la tech, c'est toujours très, très étanche. Mais parce que tu l'as dit, ça fait pas sérieux. Ce qui est une connerie monumentale. Ouais. Le design fiction, c'est génial. Ça permet de projeter les imaginaires. Raconter des histoires, et à la fois, on adore ça. Je veux dire, voilà, Apple qui nous raconte une jolie histoire, on adhère, ou pas, mais voilà. Les Américains sont très bons là-dedans. Parce que depuis qu'ils sont enfants, on leur apprend à raconter des histoires. Ouais. Nous, à l'école primaire, on nous apprend pas à raconter des histoires, on nous apprend à réciter. Oui.
qui est très différent. Quoique ça change. Tu vois, je vois avec mes filles, aujourd'hui, on leur fait faire des exposés, déjà, même à l'école primaire, etc., ce qui est très différent, mais c'est pas raconter. On leur apprend à faire un exposé, pas raconter une histoire. Et donc, tu vois, je te reprends l'exemple. Le premier job que j'avais donc chez Orange, c'était génial. À 24 ans, on me disait, vas-y, tu imagines le futur à 10 ans et tu racontes des histoires et tu as le droit de faire. Non, il faut que tu fasses des films pour montrer justement le futur. Tu faisais ça chez. Mais oui, monsieur. Donc j'ai écrit des scénarios, tout ça, parce que justement. Le labo où on était, on faisait soit des maquettes, soit on faisait ça. Pourquoi ? Parce que comme on ne pouvait pas le montrer en vrai, eh ben, il fallait le susciter, il fallait le montrer, il fallait le projeter. Donc, on produisait des films. Des films que pour l'interne. On n'avait pas le droit de les montrer à l'extérieur. Et pour nos invités de marque, qui avaient le droit de les voir. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'était hyper intéressant, parce que tu voyais que les gens se projetaient justement dans les imaginaires. Et tu avais deux équipes. Tu avais la team J'adore. J'adhère, j'adhère. C'est génial, c'est super, c'est une belle vision, mais alors ça veut dire que ça pose des questions. Et puis tu avais la team réfractaire, la team j'ai peur, ou la team c'est qu'est-ce que c'est que ce truc rigolo. Moi je me rappelle très 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 bien, un jour on avait montré une maquette, on avait fait un film autour de ça, qui montrait un truc qui en fait anticipait ce que serait Google Maps / Google Earth. Donc en gros, vision d'en haut, avec des informations en temps réel, ce que pourrait être une sorte de logique. Et la première question que j'ai eue dans l'assistance à l'époque, c'était des grands patrons d'Orange, c'était ils sont plus là. Hein, donc voilà, je me rappelle plus le nom de la personne. Il me fait rigole, il me fait non, ça veut dire qu'il faut qu'on achète des satellites en fait, c'est ça, hein, quel intérêt ? Je fais mais c'est pas, vous êtes complètement passé à côté là, on est en train de vous montrer une projection de ce que les télécoms peuvent apporter dans une logique servicielle, dans une logique servicielle si vous avez besoin d'une information, etc. Et donc voilà, donc t'as les gens qui sont réfractaires pour plein de raisons, parce que ça les heurte, parce qu'ils voient pas le truc, parce qu'ils trouvent ça débile, parce qu'ils trouvent ça con, parce qu'ils trouvent ça enfantin, et d'autres qui sont portés par ça. Portés par la simplicité ou contre la simplicité. Mais la simplicité, dans tous les cas, elle reste. Ils sont portés par l'histoire. Et ce qu'on peut bien quand même reconnaître aux Américains, et notamment à la Silicon Valley, c'est qu'ils savent bien raconter des histoires. Même sur des trucs complètement foireux, comme Juicero, le magnifique appareil qui te permettait de faire des jus de fruits, qui était en fait juste un machin qui pressait une poche avec du jus d'orange dedans. Mais les mecs ont réussi quand même à le vendre plusieurs millions relever beaucoup de fric. Ou Theranos, ou ce genre de trucs-là. Ou même, tu vois, je citais Oussama Hamar tout à l'heure. Ok, le mec est peut-être un arnaqueur ou autre, c'est la justice de le dire. Je m'en fous, c'est pas la question. Mais il sait bien raconter des histoires. Il sait très très bien raconter des histoires. Et quand tu demandes à des gens qui l'ont eu à The Family, moi j'en connais, je dis, mais dans l'absolu, le mec, il te racontait. Ouais, mais tu vois, la manière dont il l'a raconté, ça m'a donné envie de faire un truc. Bon, ok, why not ? Les compteurs de la tech. Eh ben, je pense que les compteurs, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, compter, ça fait penser à communication bullshit. Moi, tu vois, très souvent, quand on me dit « Ah, toi, t'es un communicant en traduction, t'es un bullshitter », ça me fait mal, t'as pas idée. Parce qu'en fait, je suis pas du tout ça. Je communique peut-être bien ou pas bien, c'est pas la question, mais je pense que l'enjeu, c'est d'apporter du fond, d'expliquer qu'on raconte et le fait de raconter des choses, il était une fois, on est biberonné à ça quand on est enfant. C'est pas sale, au contraire, c'est pas parce que tu deviens adulte que ça devient nul de raconter des histoires, au contraire. Et je pense que ça peut bien amener, bien agencer, ça peut amener des belles choses. Mal fait ou bullshiteux, ça donne, comme dans la série Silicon Valley, tu sais, les pitchs de start-up qui passent à la suite dans le TechCrunch, dans l'event TechCrunch, où les mecs te disent « to make the world a better place », tu vois, et ils répètent tous ça en ringuette, et ça, c'est nul. Non, mais bon, les histoires, objet le plus ergonomique du monde depuis la nuit des temps. Tout à fait, c'est beau ce que tu dis. Dropbox et la manière dont ils ont pitché leur business, je crois que c'est le fameux exemple fake it or make it. C'est-à-dire ils ont filmé quelque chose qui techniquement on n'avait pas réussi à installer. C'est-à-dire que le fait de synchroniser un dossier dans le cloud et sur le bureau. Et comme ils n'étaient pas prêts, ils l'ont filmé. Ils ont juste filmé et... Alors, c'est quoi ça ? C'est une histoire, tu vois. Après, le problème, c'est que ça, tu vois, on dit bravo Dropbox, et puis quand Google le fait, on fait ouh, Google, c'est mal. Vous avez faké votre IA. Bouh. Quand tu deviens grand, c'est vrai. Peut-être on te demande de la responsabilité. C'est peut-être pas faux, mais c'est vrai que dans l'absolu, en fait, je pense que l'enjeu derrière, plutôt, c'est pas ça. C'est que l'histoire de Dropbox, ils n'ont pas pu le faire, mais ils ont réussi à le faire. Donc finalement, on leur en veut pas. Le gap, le bluff était acceptable. Quoi. Voilà. Alors que dans l'autre sens, c'est une grande boîte qui a les moyens de réussiir, mais qui te fake. Donc tu dis, les mecs, là, ça va pas. Donc tu vois, tout dépend dans quel sens tu prends l'histoire. Tu prends regarde l'iPhone.
la magnifique keynote de lancement de l'iPhone 2007. Je dis magnifique parce que ça reste aujourd'hui un exemple de rupture technologique, mais surtout d'histoire. Quand tu connais l'histoire derrière, elle est extraordinaire. Dans la salle, tu avais toute l'équipe de développement qui, à chaque fois que Jobs arrivait à passer une étape de la démo, il picolait, une petite flasque de whisky, et les mecs, ils picolaient, quoi. À la fin, ils étaient rincés, mais heureux, parce que ça veut dire qu'ils étaient arrivés au bout. D'accord. Oui, s'ils étaient beurrés, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés au bout de la démo. Ah ouais. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, rien ne marchait le jour où ils ont présenté l'iPhone. Ouais. En fait, très exactement, il y avait ce qu'ils appellent le Golden Path. C'est en gros le chemin doré, enfin le chemin, on va dire, voilà. Il fallait suivre cet ordre-là. C'est en gros, si tu lançais l'application Plan et l'application YouTube, TV, ils appelaient ça, ça plantait. Tu faisais l'inverse, ça marchait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un ordre extrêmement précis pour que ça ne plante pas, parce que la peinture n'était pas du tout sèche. Donc, Jobs a appris par cœur le cheminement, avec tout le discours qui va avec, et la magie est arrivée. Ouais, c'est du funambulisme. La question que j'ai souvent sur les invités, et la question qui m'intéresse, c'est quoi tes abonnements payants sur tes softs? En fait, j'en ai pas tant que ça, puisque Confère, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'utilise beaucoup de fonctionnalités qui sont un peu cachées ou qui sont un peu oubliées. Donc déjà, c'est pas mal. Après, il y a plein de trucs qui sont gratuits, qui fonctionnent bien. Tu vois, les newsletters, par exemple. Moi, j'en ai qui sont super intéressantes, qui sont gratuites et qui sont vraiment bien. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des outils à utiliser et qui sont payants. Je te prends un exemple d'outil payant. Perfect Post sur LinkedIn. Ah oui, je connais bien Jérôme. Tourangeau. Voilà. Donc, Perfect Post, c'est un super outil. C'est très malin la manière dont ils l'ont amené. C'est Perfect Post qui, par exemple, permet de faire des listes. Ouais. Des timelines spécialisées selon les personnes qui t'intéressent. Donc, typiquement, moi, je trouve que cette valeur-là, elle est hyper intéressante. Rendrop, c'est un super outil que je vous conseille, de bookmark, qui est développé par un Russe qui est hyper... il est hyper agile dans son outil. Et Rendrop, je le suis abonné depuis le tout début. Parce que je trouvais l'outil génial. Et le mec est vraiment smart dans sa manière de développer, d'ouvrir l'outil, de le connecter, etc. Donc, Rendrop, je paye les yeux fermés parce que ça me permet justement de stocker mes petites noisettes. Et je trouve que l'outil est suffisamment bien. Alors là, j'aimerais qu'il évolue un peu plus peut-être avec des newsletters et tout. Mais globalement, c'est un outil qui est bien foutu et donc je le paye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après Castro. Alors voilà, c'est le nom que j'avais oublié tout à l'heure. C'est l'outil de podcast dont je voulais parler tout à l'heure. Qui est un très bon outil, qui a une ergonomie un peu déroutante de prime abord, mais qui est vachement bien et qui me permet de bien articuler mes différents podcasts que j'ai dans tous les sens. Alors l'appli Apple est bien foutue aussi, je trouve en général, mais celle-là, je sais pas, je la trouve mieux. Je trouve qu'il y a plein de petites fonctionnalités qui sont vraiment très smart et qui me plaisent bien. Qui me permet de bien consommer mes contenus audio. Donc voilà, donc celle-là, je l'aime bien, je l'ai payée. Mais tu dois avoir une stack de podcasters intéressante, à mon avis. J'en ai plein. Oula, tu veux refaire une émission sur le sujet? En fait, non, j'ai beaucoup de podcasters, mais je picore beaucoup leurs numéros. Ouais. C'est en fait, il y a tu as Carlos, c'est Silicon Carnet, j'écoute pas tout parce que c'est trop long, donc il y a un moment où tu peux pas, donc je picore vraiment pas mal en regardant un peu, tu vois, un peu comme quand je fais sur les réseaux sociaux, je vois un truc qui m'intéresse, hop, je le prends et puis le reste je laisse filer. Il y a qu'un seul truc sur lequel je suis hyper récurrent et qui est pas un podcast natif, un podcast qui est en fait issu d'une chronique radio sur le Move de France, Radio France, qui s'appelle Arnaque, Crime et Putaclic, qui est une petite chronique de 8 minutes, donc ça me fait, j'en écoute 2, ça me fait mon train, qui raconte les histoires justement du web et les histoires cachées, oubliées d'Internet. Ah, génial. Et c'est super bien raconté, c'est super cool. J'ai écouté ça. Et c'est vraiment suffisamment court, et à la fois, moi qui les connais bien, les histoires, elles sont, des fois j'en découvre, où elles sont suffisamment bien racontées pour pas passer à côté, pour que ce soit pas trop simplifié. Donc celle-là, je l'adore. Je me demandais s'il existait un média qui raconte un peu les trucs qui, à un moment donné, on faisait qu'en parler, et puis maintenant, ça a complètement disparu. Genre, moi, j'ai toujours l'exemple d'un truc que j'ai utilisé quand j'étais étudiant pour faire boom. Pourquoi je dis des booms? Des booms. Mais t'as fait Radioblog. Oui, tout à fait. Je me rappelle. Quand c'est arrivé, juste avant 10h, un peu, avant qu'il se fasse flinguer, ça a libéré, ça a apporté quelque chose un peu un peu comme quand Free fait son forfait, tu vois ça. Il y a un truc, tu avais accès à de la musique en illimité.
Et ça, on n'en parle plus. Et donc, comment ça s'appelle ? Alors, la chronique s'appelle Arnaque, crime et putaclic. Okay. Tu as aussi un autre, tu as Super Fail. Super Fail. Qui est hyper intéressant comme chronique. Et pareil, je crois que c'est sur un... Je crois pas que ce soit un podcast natif, je suis pas sûr. Bon, Super Fail, en tout cas, qui raconte des plantages. Alors, pas que tech, mais il y a de la com, machin. Mais Super Fail, plutôt pas mal. J'aime pas tous les épisodes, mais il y en a qui sont bien. Tu as, sur vraiment le côté tech, tu as sur Radio France, enfin, sur l'appli de Radio France, qui est très bien faite, tu as des podcasts natifs de France Inter qui sont assez intéressants. Alors, je veux pas dire France Inter, genre, je me la fais la télé. Non, j'ai découvert des trucs intéressants. Et sur l'appli d'Arte, on oublie, mais ils produisent vachement de trucs que pour le numérique, sur Arte Radio, qui sont hyper intéressants justement sur l'histoire du numérique, les trucs qu'on a oubliés, etc. Mais Arnaque, crime et putaclic, il est sympa parce qu'en fait, il est vraiment très... il est très léger dans son approche et vraiment sympa. Ok. Non, mais la question que j'avais pour toi... Attends, les outils que je paye, tu me demandais quand même. Attends, j'ai pas fini. Mais non, oui. T'en as plus que ça. J'en ai d'autres encore. Attends. Non, après que je paye... Non, un outil que je paye. Alors, je me pose la question de payer. Est-ce que je passe sur Notion payant ou pas ? En fait, est-ce que tu as Notion payant, quoi ? C'est un peu la question. En fait, voilà, je vais te dire. Là, au moment où je suis, actuellement, chez moi, j'ai un NAS. Donc, j'ai un petit serveur chez moi. C'est mon côté geek. Et puis, parce que j'aime bien avoir mes datas chez moi. Le cloud, c'est bien. Mais voilà, ça, c'est mon petit côté vieux jeu. Tu vois, j'aime bien avoir mon petit côté chez moi. Dénodé. Oui, non, parce que j'ai perdu des données un jour. Et ça m'a suffisamment échaudé. Ouais. En fait, j'ai un truc qui s'est passé un jour. Les archives d'une de mes boîtes qui étaient tous stockées dans le cloud et avec la promesse qui était le jour où vous avez besoin de tout récupérer, vous pouvez tout refaire descendre. J'ai jamais réussi à refaire. Enfin, quand c'est redescendu sur le disque dur que j'avais mis de côté, tout était foireux pour la moitié, il manquait plein de trucs. Problème, c'est que j'avais pas vérifié avant et j'avais effacé le truc, le cloud. Donc, ça m'a un peu échaudé. Et donc, je me suis dit, non, j'ai envie d'avoir un backup physique à l'ancienne, mais dans mon cloud privé à moi. Avec après des redondances de par ailleurs. Donc j'ai ça. Et actuellement, mon gros sujet, comme je suis un écureuil, je te disais, bon, c'est bien gentil de ça, mais en fait, j'ai plein de data de partout. Donc, synchroniser les différents favoris dans le sens, alors il y a Readwise qui permet de faire ça, c'est plutôt pas mal. Je crois d'ailleurs dans un podcast avec Bruno. Bruno, il en a parlé. Ça, c'est un très bon outil. Donc, il y a ça qui permet de synchroniser, il y a Make qui permet de faire des trucs. Et donc, je suis en train de regarder comment me faire mon second cerveau. Je sais que c'est très à la mode. C'est très dur aussi. Me faire mon RAG, comme on dit. Puisque maintenant, il y a l'IA qui est là, donc ça aide quand même, tu vois, à avoir un traitement, une indexation de la data. Et donc, je suis en train de regarder, est-ce que je vais sur Notion ? Est-ce que je vais sur Obsidian ? Qui est un outil que j'aime beaucoup, qui est un peu plus rustre, on va dire. Mais ce que j'adore, c'est la modélisation de la connexion des contenus entre eux. Parce que c'est un petit côté, on va dire, neuronal que j'adore. Et qui montre justement cette notion de lien faible, qui est que tu postes un truc quelque part, mais c'est un lien avec autre chose. Donc, je suis en train de me poser cette question de comment je fais ce truc-là. Et en fonction de ce que je ferai, j'achèterai ou je paierai. Parce que je me dis qu'à un moment... tu fais ta strat, quoi. C'est bien de bricoler tout ça, mais il y a un moment, je pense qu'il faut passer à la caisse d'abord parce qu'il y a des gens qui développent. Et puis, je pense qu'il y a un moment, il n'y a rien qui est gratuit. Si tu veux un truc qui fonctionne vraiment bien, qui est à donf de ses fonctionnalités, il faut y aller, quoi. Et puis, si t'es long terme, moyen terme, court terme... Enfin, quand tu disais, là, t'as perdu des choses, ça... Moi, j'ai perdu les archives d'une boîte, quoi, si tu veux. Alors, moi, ça m'est arrivé, mais sur des photos personnelles. Je pense que tu vois, ça c'est un sujet aussi, la knowledge photo. Tout à fait. C'est combien de fois j'ai cassé un disque dur dans ma vie et que j'ai perdu toutes mes photos. Aujourd'hui, en fait, je pense que les plus vieilles photos que j'ai, elles ont 10 ans, pas plus, tu vois. Alors que j'ai commencé à photographier il y a plus longtemps. Et il y a ce côté, est-ce que tu veux jouer un jeu à long terme ? Est-ce que tu veux vraiment que dans 10 ans, tu aies encore cette knowledge ou pas, quoi ? Exactement. Et donc là, tu es obligé de payer parce que tu es obligé de sécuriser. Oui, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, j'ai acheté l'iPhone 15 Pro Max, mais oui, je me suis fait plaisir. Mais c'est mon outil de travail. Oui, c'est mon outil de travail. Je veux un outil qui est pratique, efficace, qui est puissant, qui est grand, parce que je fais plein de trucs dessus. Et donc, tu vois immédiatement la valeur ajoutée, enfin le lien qui est immédiat. Et donc, de fait, c'est lié. Écoute, merci. Là, ça fait une belle stack déjà, outils, lecture, tout ça. On comprend. Et tu m'as pas demandé comment je vais me détoxer. Oh, je suis super déçu. Si, on va finir sur ça. Il y a effectivement, moi, ça fait donc 3 saisons là, et il y a le fil rouge dans toutes les saisons, tous les invités, c'est la détox, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de reprendre contrôle. Sur l'information que je consomme, la plupart des invités en tout cas sont sur cette démarche de comment on consomme moins d'écran. Est-ce que c'est ton cas aussi ? Alors,
Moi, j'ai le problème, c'est que pour tout te dire, j'ai un handicap invisible qui est que j'ai un TDAH. Donc, autrement dit, j'ai besoin de dopamine pour fonctionner. Donc, vous chercherez sur Google trouble de déficience de l'attention. Et donc, mais je l'ai connu très tard. Et donc, ce qui fait qu'en fait, je me suis dit, ah oui, c'est pour ça que j'adore les écrans. En fait, ça me donne ma dose. D'accord. Ouais. Donc, je suis d'autant plus attentif à ça parce que maintenant que je sais ça, que j'ai découvert ça assez tardivement dans ma vie, ça m'a permis de comprendre une certaine dépendance, parce que je suis quand même un camé, on va être très clair, à tout ce qui est numérique, écran, etc. Et il y a une des raisons qui est liée justement à cette notion de hit, notion de création de dopamine dans ton cerveau qui te donne envie. Déjà, de base, c'est la mécanique qu'il y a dans les réseaux sociaux de base. C'est quelque chose qu'on a tous. Mais pour certains, comme moi, c'est très, très haut. Donc, il faut essayer de s'en méfier. Donc, j'ai mis en place des stratégies pour essayer de contourner ça. Mais qui sont des stratégies qui sont très rudimentaires, hein, mais ça fonctionne. Sur les téléphones, par exemple, tu as des profils qui te permettent de faire du temps pour toi, le truc se déconnecte. Donc, des modes. Donc ça, j'ai investi ça. J'ai pris le temps d'investir ça et c'est plutôt pas mal parce que ça m'aide bien. Un autre truc tout con, mais tout bête, c'est à un moment, chez moi, j'ai une petite boîte et je mets mon téléphone dedans. Parce qu'en fait, physiquement parlant, l'acte physique de dire tiens, là, je me prends un moment pour moi. Alors, pas complètement, parce que j'ai quand même mon Apple Watch. Donc, si jamais on a vraiment besoin de me joindre, voilà. Mais j'ai pas de notif, quasiment aucune sur ma montre, à la différence du téléphone. J'ai effectivement baissé un gros niveau de notif. Pareil, j'ai fait un gros travail de tri là-dessus. J'ai pris le temps de le faire. Ça fait en sorte que je peux avoir des moments pour moi. Donc cette notion physique de faire le geste, de me déconnecter en mettant le truc à part, c'est bête, mais ça fonctionne bien, pas tout au moins pour moi. Après, il y a le fait je pense qu'il faut se donner aussi des moments. Il faut accepter de se donner des moments. Je sais que ça a l'air très basique, ce que je dis, mais de se dire bon là je n'ai pas. Tu vois, quand des fois je scrolle comme ça, puis tu fais du doom scrolling, puis on te fait non mais attends là, qu'est-ce que je fais quoi. En fait, tu vois, il y a cette notion quand même de prendre un peu du recul, te dire bon j'ai appris un truc là, est-ce que ma vie a changé dans les 5 dernières minutes, donc peut-être pas. Et puis après moi j'ai une arme secrète, j'ai mes 2 filles qui fait que entre une qui me dit papa ton téléphone sur la table, ou la petite qui des fois me fait je suis avec mon téléphone, ouf, voilà, tu sais, le regard, le miroir soudain de la gamine de 4 ans les enfants, qui te montre que en fait elle est sur son téléphone en train de scroller et que non je ne t'écoute pas, c'est violent. Et donc ça t'oblige un tout petit peu à te dire waouh, on va peut-être faire un petit recul en arrière sur tout ça. Alors je sais que ce que je suis en train de dire est très basique, mais je pense que des fois il faut des solutions basiques pour justement peut-être prendre un peu de recul sur tout ça et pas être constamment le fil à la patte. Ouais, alors j'ai la même chose que toi à la maison. J'en ai une qui a 4 ans et effectivement c'est un effet miroir très puissant. Et sur cette question de digital detox, moi, en ce moment j'essaye de... effectivement en regardant les gosses, tu te dis... donc j'essaie de les préserver de tout ce qui est écran, même si ils y ont droit. Oui, bien sûr. Mais te dire, regarde l'école, comment ça fonctionne, ce qui consomme, la manière dont leur cerveau se construit. Il se construit avec des activités au temps long, où ça demande des efforts et de la patience. Alors que le monde qui les entoure, notre monde, c'est du tout de suite, de l'instantanéité, et ton cerveau, il se développe avec des hooks de temps court, c'est ça. Très court. Donc du coup, j'essaie de me dire, tiens, est-ce que je ferais pas comme ma fille et remuscler mon cerveau sur, allez, on apprend de la guitare, on fait de l'astronomie, on fait des maths. Et ça tu peux pas, en fait. C'est Internet te pousse pas à ça. Ou le monde dans lequel on vit te pousse pas forcément à ça. Et en fait, le monde dans lequel on vit ne fait qu'exploiter une faille humaine. Qui est l'absence de patience. Voilà, c'est ça. Ou peut-être la fainéantise. Et quand je dis fainéantise, c'est dans le bon sens du terme. Des fois... t'as pas envie de te prendre la tête, mais t'as raison, ça exploite ce truc-là, et ce qui fait que ce que tu dis, cette notion de accepter de s'ennuyer, accepter de se dire là il y a peut-être des trucs qui se passent, mais c'est sans moi. C'est une vraie responsabilité, quoi. Donc, un grand pouvoir vient toujours avec une grande responsabilité, comme disait l'oncle Ben. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et au niveau des enfants, tu vois, moi, dans les sujets qui me tracassent beaucoup actuellement,
Moi, à côté de mes activités de consultant, je fais aussi de la formation. J'ai un organisme de formation qui s'appelle Topos et j'ai aussi je suis responsable innovation dans une école qui s'appelle Narrative et où on raconte des histoires. Voilà, c'est le principe de l'école. Et justement, l'objectif, c'est essayer de trouver des outils qui permettent d'améliorer les choses. Et donc, je m'occupe de l'IA, notamment là-dedans. Et quand je vois comment les gamins que j'ai en face de moi utilisent, le premier truc que je leur dis, cherchez pas à essayer d'aller plus vite. En gros, d'un point A à un point B, ah super, l'IA m'a sorti le texte, je copie-colle, c'est bon, c'est réglé. Je dis, si vous faites ça, vous vous dépréciez, vous vous démonétisez, en fait, vous vous mettez dans une posture où la machine peut vous remplacer. Donc, en revanche, si tu dis, OK, le point de départ, c'est ça, je vais travailler avec l'outil. Et en fait, je vais en faire mon meilleur sparring partner, mon meilleur consultant, à qui je vais lui poser des questions, je vais aller le chercher. Moi-même, je vais me poser des questions. Et si je joue ce jeu-là, finalement, tu te rends compte qu'utiliser une IA, par exemple, c'est long. Il faut prendre le temps. Mais si tu creuses vraiment les choses, tu arrives à un résultat qui est hyper intéressant en ayant fait un effort et équipe avec une machine. Et là, tu développes ta propre singularité, qui fait que quelque part demain tu ne seras pas forcément remplacé parce que comme certains graphistes qui disent moi j'utilise une IA mais j'ai ma patte, j'ai mon style, j'ai mon truc qui fait que finalement j'ai rajouté le truc, je suis parti de quelque chose qui m'a fait aller plus vite mais j'avais déjà dans la tête mon idée, la machine m'a proposé quelque chose que j'avais pas peut-être vu et après j'ai retravaillé l'ensemble et donc ça donne un cocktail qui est unique. Et donc je pense qu'il y a cette question-là, cette notion de singularité, comment on développe cette singularité dans un monde numérique qui finalement a tendance un peu à tout uniformiser et à nous mettre tous dans le même bain, et sans pour autant tomber dans une logique qu'on voit aujourd'hui, qui est que pour se singulariser, il faut être dans le choc, le clash, l'extrême, alors que je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a deux clés qui sont la mémoire et la nuance. C'est des choses qui sont très sous-cotées, mais qui, à mon avis, sur le long terme, sont intéressantes. Le slow, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça le slow. Oui, on peut. Je pense que... Tu sais, il y avait un slogan à une époque pour la bagnole Renault qui était « Et si le luxe était l'espace ?» donc pour la bagnole de l'espace, hein, et en montrant des villes très, tu sais, qui montraient des villes très surpeuplées et au milieu de ça, quelqu'un qui était dans son espace. Bon, maintenant il n'y a plus de SUV à Paris, donc voilà. Mais à l'époque, on se disait que c'était bien d'avoir un. Et donc, je pense que ça, c'est. Est-ce que le luxe, c'est pas le temps ? Eh oui. C'est sur ce mot-là qu'on va laisser réfléchir tout le monde. Parce que le luxe, c'est pas le temps. Et je pourrais rajouter un autre truc. Rappelez-vous, si tu veux aussi tirer le truc sur une pub, rappelez-vous la pub Swatch. C'est qu'est-ce que vous faites en 1 minute ? Voilà, c'était à chaque fois tu avais une pub qui montrait une montre Swatch qui disait la minute Swatch. Qu'est-ce que vous faites en 1 minute ? Voilà. Et donc c'est la vraie question. Pas trop de doom scrolling, s'il vous plaît. Non, la question c'est ça. C'est est-ce que le vrai luxe quelque part, et c'est un luxe gratuit, hein, est-ce que le vrai luxe c'est pas le temps ? C'est pas le temps, oui. Écoute, Damien, tu parlais de ta boîte de formation. Tu as des actus en ce moment ? Où on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça ? Alors, on peut me retrouver, oui, sur tous les réseaux sociaux. Mais LinkedIn, c'est blague à part. J'ai vraiment des comptes sur tous les réseaux. Pas forcément actifs, mais je suis vraiment présent partout. Dès qu'il y en a un qui s'ouvre, je mets mon compte. Comme ça, je vois comment ça fonctionne. Et puis, je ne me fais pas piquer mon nom. Et puis, ça m'amuse, je verrai bien. Non, mais principalement sur Twitter, sur Insta... j'ai mon Linktree, j'avais un blog mais je l'ai mis de côté parce que manque de temps pour écrire, ou sur LinkedIn effectivement, donc ça c'est les endroits où on peut me trouver assez facilement et où je peux répondre très rapidement, et sinon en termes d'actu, tu le disais, écoute, j'ai plusieurs vies en parallèle parce que pareil, tu vois, dans le côté un peu anticipateur, j'étais un slasher avant la mode, donc j'ai mes activités aujourd'hui de consultant qui aident à... Alors il y a un point commun dans tout ça, hein. Le point commun c'est la transmission, le décryptage, la compréhension de ce monde numérique et notre impact sur nous et qu'est-ce que ça veut dire. Et après ça se traduit par d'un côté une dimension de conseil, d'accompagnement à des boîtes qui ont besoin de simplifier leur discours sur quelque chose qu'elles ont à montrer, à dire et qu'elles n'arrivent pas, parce qu'elles ont une super techno, un super truc, qu'elles n'arrivent pas à faire passer le bon message. Donc, c'est raconter des histoires. D'accord. Ça, c'est, tu vois, mon premier métier. Le deuxième, c'est... donc, je suis le responsable innovation et partenariat d'une école qui s'appelle Narrative, que j'ai co-imaginée. J'ai eu cette chance-là immense. École de com, journalisme et de création. Et je m'occupe de tester des innovations pédagogiques autour du jeu. Tu vois, c'est pas que de la tech, hein, autour du ludique, par exemple. Là, on est en train de développer, d'adapter un jeu sur la fake news. D'accord. Mais aussi des innovations. On est en train de tester une IA sur de la prise de parole. Donc voilà, plein de choses comme ça. Et je m'occupe de la verticale intelligence artificielle dans cette école. Ah, ok. Et des cours d'IA.
cours de prompt, donc il y a du taf. Et puis ma troisième vie qui va se lancer bientôt, c'est un organisme de formation dont on va parler bientôt, qui s'appelle Topos, et vous chercherez sur Internet, vous le verrez sortir très prochainement. Voilà, et on va essayer de faire les choses un peu aussi différemment, toujours autour de cette notion de comprendre où on va, de savoir d'où on vient, et de savoir utiliser un peu les choses concrètement, et pas uniquement en parler de manière en surface, et mettre les mains un peu dans le cambouis pour se rendre compte vraiment. C'est moi le truc qui m'ulcère, c'est les gens qui te parlent de plein de trucs. Tu sais, qui sont devenus experts Web3 puis experts IA, les mecs ont jamais foutu les doigts dedans, ou dans les boîtes, des gens qui te parlent de plein de trucs, mais tu leur dis, vous êtes allé dessus pour voir, vous avez déjà testé l'outil, quoi. Et ça m'ulcère parce que je pense que, tu vois, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, lui, par contre, il est utilisateur de ses produits. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, tu parlais de simplicité, je pense qu'il y a plein de patrons français qui devraient utiliser les produits qu'ils proposent. Peut-être pas, ils se rendraient compte de certains trucs, français ou ailleurs, hein, mais... Donc voilà, et effectivement, je pense que la clé de tout ça, au final, c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et oui, c'est effectivement une bonne conclusion. Eh ben, je te remercie, Damien, pour ton temps, ta stack et ton énergie. Et je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de TechSource. À bientôt. Salut. Cette émission est produite par AirParty. AirParty, c'est le label des podcasts sur les nouvelles tendances tech. Découvrez nos 2 autres émissions, Tech Party, l'émission des communautés tech, mais aussi Planet Creators, l'émission sur l'industrie des créateurs et de la creator economy. Pour retrouver les sources de notre invité et découvrir les autres émissions du label, ainsi que recevoir par email la publication de nos prochains épisodes, direction airparty.network.